Ce n'est qu'à la mi-mars que Justin Trudeau a vraiment réalisé à quel point la crise du coronavirus était grave. C'est ce qu'il a révélé dans l'entretien qu'il m'a accordé ce midi pour faire le bilan de cette année, une année qui a été évidemment bouleversée par la pandémie. Et s'il tire des leçons sur le faible niveau de préparation du pays, il ne regrette ni sa gestion de la crise, ni les milliards de dollars dépensés pour soutenir l'économie. Voyons tout de suite la première partie de cette entrevue. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, Céline. Monsieur Trudeau, les premières vaccinations commencent. On voit enfin la lumière au bout du tunnel. Ça doit être un soulagement pour vous. C'est un grand soulagement. Évidemment, c'est peut-être seulement le début de la fin, mais on sent quand même qu'il va y avoir une fin à cette pandémie. Alors, c'est important, évidemment, de ne pas trop vouloir se laisser aller. Il va falloir qu'on passe l'hiver, la grande majorité d'entre nous, à encore faire très attention. Mais on voit qu'au printemps, rendu à l'été, ça devrait aller beaucoup mieux et ça va nous donner de l'énergie pour encore faire les bonnes choses. Ouais, si les gens se font vacciner, parce que ce matin, dans un des CHSLD où ça commençait au Québec, il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui hésitaient à se faire vacciner tout de suite, qui disaient on va attendre. 60 %, c'est quand même beaucoup. De toute façon, on commence avec des petites quantités parce que le processus de produire de ces nouveaux vaccins commence tranquillement à prendre de l'ampleur. Alors, ça nous donne l'opportunité de pratiquer la logistique, de s'assurer que tout est bien. L'armée est là-dessus, le major général Fortin, mais on a aussi nos experts en santé publique qui nous rassurent que ce vaccin il est sécuritaire et efficace pour les Canadiens. Alors vous, est-ce que vous allez vous faire vacciner et quand vous allez vous faire vacciner? Moi, je me fais vacciner avec enthousiasme quand le moment viendra. Évidemment, il faut donner priorité aux personnes les plus vulnérables, mais dès que j'aurai la chance, comme tous les adultes en forme comme moi, je vais y être de façon très visible et enthousiaste. Donc pas de priorité pour les dirigeants du pays, même si, par exemple, si on allait en campagne électorale, est-ce que ça ne serait pas une bonne idée de vous faire vacciner avant? Bien, je pense qu'on a pu démontrer qu'un pays se gère même très bien si on est pris à la maison un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui ont découvert que leurs emplois pouvaient plus se faire à la maison. C'est sûr que c'est toujours un peu plus compliqué, mais ça se fait. Il faut vraiment donner priorité aux travailleurs de la santé, aux personnes les plus vulnérables et j'ai aucune difficulté avec ça, évidemment. Alors, c'est un début quand même modeste, mais l'objectif, c'est que tous les Canadiens, selon votre plan, soient vaccinés d'ici septembre prochain. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra retrouver une vie normale, d'après vous? C'est la question que tout le monde se pose. Les scientifiques et les experts sont en train de travailler justement sur cette question pour savoir à quel niveau de la population vaccinée est-ce qu'on peut commencer à réduire les restrictions, à commencer à retourner un petit peu vers la normale. Est-ce que c'est 50 %? Est-ce que c'est 60 %? Tout ça, ce sera à voir et à étudier, mais on va le faire le plus rapidement possible, c'est certain, mais ce ne sera pas probablement avant la fin de l'hiver, c'est sûr. Avant la fin de l'hiver. Alors, j'aimerais, M. Trudeau, qu'on revienne un petit peu en arrière, parce qu'il y a 9 mois, personne n'aurait pu imaginer qu'on en serait encore là. Et à quel moment, vous avez réalisé que c'était grave, que le monde allait soudainement changer? Je pense que c'était vraiment à la mi-mars. On voyait un peu des cas ici et là, quelques cas de voyageurs au Canada en février, début mars. Mais là, évidemment, quand Sophie est revenue d'un voyage d'affaires à Londres et elle a été testée positive pour la COVID-19, évidemment, ça a été un bouleversement pour ma maison, pour ma famille, mais ça a été aussi un moment pour beaucoup de gens de dire « OK, c'est sérieux, on s'en va en confinement, on va prendre les mesures nécessaires et en dedans d'une semaine, on avait complètement transformé la situation de la vie de tous les jours des gens pour se protéger. »
Est-ce que le Canada aurait pu mieux se préparer dans les premiers mois? Parce qu'on se souvient quand même, vous parlez du confinement du mois de mars, mais dès le mois de janvier, on voyait ce qui se passait en Chine et les autorités sanitaires canadiennes disaient fin janvier, oh, les risques d'une pandémie sont faibles là, au Canada. Est-ce qu'on aurait pu mieux se préparer? C'est sûr qu'on aurait pu mieux faire. Au mois de janvier, la Dr Tam avait déjà des rencontres avec ses homologues pour parler de ce nouveau virus qui sortait de la Chine. Nous, on avait eu des rencontres du groupe d'urgence pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais c'est certain que le monde n'était pas préparé pour cette pandémie et on a beaucoup fait d'apprentissage qui va, on l'espère, nous aider si jamais on en aurait d'autres. Mais qu'est-ce que vous allez faire en priorité pour assurer la sécurité sanitaire des Canadiens la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois? D'abord, ça va être de s'assurer qu'on a un entreposage d'équipements de protection adéquats, qu'on a des règles et des principes en place pour que les gens puissent savoir exactement quoi faire dans une pandémie. Ça fait plus que 100 ans qu'on n'a pas vécu une pandémie de ce style dans le monde et l'apprentissage n'était plus là. On avait beaucoup appris de la SRAS à Toronto, mais évidemment, il y a 20 ans. Mais même à ça, on va avoir beaucoup de choses de plus à faire. Et c'est pour ça, avec 8 $ sur 10 dépensés pour contrer la COVID, dépensés par le fédéral, on a pu démontrer qu'on passe mieux à travers une pandémie comme ça quand on est là pour appuyer les gens. Oui, ça m'amène à vos finances publiques parce que vous avez annoncé justement un déficit anticipé de 382 milliards et ça inclut même pas ce que vous comptez dépenser pour la relance, jusqu'à 100 milliards. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent quand même de toutes ces dépenses. Jusqu'où vous êtes prêt à aller, justement? Est-ce qu'il y a un cap pour vous qui ne peut pas être dépassé? On va faire tout ce qui est nécessaire aussi longtemps que ce sera nécessaire pour appuyer les gens. C'est la promesse que j'ai faite. Mais pensez-y. D'abord, cette pandémie allait amener des grandes difficultés économiques. Ça, c'était inévitable. La question devient, qui devrait s'endetter? Une famille emprunte sur sa carte de crédit à 19 %. Nous, un gouvernement fédéral, on emprunte à presque 0 %. Donc, pour payer l'épicerie, pour payer le loyer, pour protéger les petites entreprises, le gouvernement fédéral était mieux placé. On s'est endetté pour que les gens n'aient pas à le faire. Alors, on a sauvé énormément maintenant, mais en plus d'avoir évité la destruction économique massive qu'on est en train de voir ailleurs dans le monde parce qu'on a pu appuyer les gens, ça va nous permettre de reprendre mieux et plus rapidement que bien d'autres pays. On avait la situation économique la plus forte du G7 en entrant dans cette pandémie et même maintenant, avec toutes ces dépenses, on est encore dans la meilleure situation économique des pays du G7. Donc, pas de limite pendant la pandémie, c'est ce que vous dites? Effectivement, on va appuyer les gens avec tout ce qui est nécessaire pendant aussi longtemps que c'est nécessaire. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'après la pandémie, les Canadiens doivent se préparer à des hausses d'impôts et de taxes parce qu'il va bien falloir rembourser? Comme j'ai dit, avec les taux d'intérêt étant quasiment à zéro, dès qu'on recommence à avoir de la croissance économique, on n'aura pas à s'inquiéter de ça. Est-ce que vous vous engagez à ce qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts ou de taxes pour les Canadiens? C'est sûr. On ne va pas en imposer plus aux Canadiens. On sait qu'il faut reprendre l'économie. Ce n'est pas le temps d'enlever aux gens, c'est le temps d'encore offrir des opportunités aux gens de passer à travers et rebâtir l'économie plus forte pour les années à venir. Bon, pour les provinces, vous le savez, la priorité, ce sont les transferts récurrents en santé. Vous avez ouvert la porte la semaine dernière après cette rencontre que vous avez eue avec les premiers ministres, mais vous dites plus tard, sauf que les coûts de santé, ils augmentent pour les provinces. La technologie, le vieillissement de la population. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez leur donner ou pas? Oui, on va leur donner plus d'argent dans les transferts de santé. C'est une promesse que j'ai faite au premier ministre. Tout ce que j'ai dit, et je l'ai démontré d'ailleurs, c'est qu'on va être là
pour cette pandémie. On a été là pour plus que 25 milliards de dollars pour aider les provinces. On va faire encore plus. Et ça, c'est par-dessus tout l'argent qu'on donne directement aux Québécois, aux Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Mais par rapport à ce sera quoi pour le long terme, bien, passons à travers de cette crise économique, cette crise sanitaire, et ensuite, on sera mieux positionné pour pouvoir regarder ça va être quoi nos dépenses dans les années à venir. On sait qu'il y a de l'innovation, il y a des apprentissages qu'on est en train de faire par rapport à cette pandémie qui vont nous permettre de faire les choses différemment dans l'avenir, et le fédéral va être là pour aider les gens. La hausse de 28 milliards que demandent les provinces, M. Trudeau, est-ce que c'est dans l'ordre du possible pour vous? Combien vous pouvez dépenser là-dessus? On a dépensé des dizaines et des milliards, presque des centaines de milliards de dollars pendant cette pandémie pour aider les familles, pour investir dans les systèmes de santé, pour appuyer les Canadiens pendant qu'ils en avaient besoin. Pour des dépenses récurrentes long terme, je pense que c'est responsable d'attendre la fin de cette crise actuelle pour pouvoir savoir quels seront les bons montants. Mais nous, on va on regarder le sait pas déjà, monsieur, on le sait pas déjà un peu, Monsieur Trudeau, quand même, ce dont les provinces ont besoin en ce moment? Bien, oui, et en ce moment, on envoie de l'argent pour les aider. Alors, il y a bien sûr la pandémie qui a été votre priorité pendant toute cette année, mais il y a quand même eu quelques autres gros sujets d'actualité, notamment la défaite de Donald Trump. Alors, il est parti maintenant à toute fin pratique. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile dans cette relation? Les relations avec les États-Unis, c'est toujours compliqué. J'ai commencé avec Obama, on s'entendait bien à certains niveaux, mais il y avait des enjeux comme au niveau du bois d'œuvre qu'on n'a pas pu régler. Avec Donald Trump, évidemment, il était plus protectionniste un petit peu. On a eu le grand défi de renégocier l'ALENA, d'avoir pu s'en sortir avec un meilleur deal. On a pu protéger notre économie canadienne, notre accès au marché américain. On a pu défendre nos travailleurs d'acier et d'aluminium, surtout. Oui, il y a eu des défis, comme il y en a toujours, mais on a pu s'en tirer assez bien, je pense, en tant que pays, parce que c'est quand même un président qui était hors norme, quand même, M. Trudeau. Je comprends et j'ai bien hâte de pouvoir continuer d'avoir de bonnes relations avec les États-Unis. On a pu gérer le président Trump, qui était tout à fait imprévisible des fois, mais c'est jamais facile bien gérer les relations avec les États-Unis, même si le président est plus aligné sur certaines choses, comme on l'espère que M. Biden le sera. Alors, on verra dès l'année prochaine comment va se passer cette nouvelle relation, mais parlons d'une relation avec une autre grande puissance qui est très complexe, c'est la Chine. Selon certains médias, les autorités américaines tentent en ce moment de négocier une entente avec la femme d'affaires de Huawei, Meng Wanzhou, pour lui permettre de rentrer en Chine. Certains y voient un peu d'espoir, M. Trudeau, pour ces deux Canadiens qui vont passer un troisième Noël en prison, là, en Chine. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous y voyez un signe d'espoir? Depuis les débuts, notre priorité, ça a été de ramener ces deux Canadiens qui ont été détenus de façon entièrement arbitraire en réponse à un geste tout à fait responsable du Canada de respecter nos traités à l'international. Mais jusqu'ici, ça fait 2 ans, votre approche, certains disent qu'elle est très timide à l'égard de Pékin. Est-ce que ce ne serait pas le temps d'être plus ferme? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus ferme envers la Chine? D'ailleurs, on est assez ferme sur différents enjeux, comme les Canadiens s'attendent à ce qu'on soit, mais notre priorité, c'est de ramener ces deux Michael. Oui, j'imagine que vous avez une pensée pour eux en ces temps de Noël. Monsieur Trudeau, parlons d'un autre sujet un peu délicat, la loi 101, sur le déclin du français. Il y a unanimité à l'Assemblée nationale pour imposer la loi 101 aux entreprises de compétences fédérales au Québec. Tous les partis d'opposition à la Chambre des communes sont pour. Alors, qu'est-ce qui vous fait hésiter si tout le monde est d'accord?
Et j'ai aussi énormément apprécié la lettre de tous les anciens premiers ministres du Québec qui soulignent l'importance de défendre le français. Je suis tout à fait d'accord. Mais en tant que gouvernement fédéral, j'ai non seulement, comme on l'a dit dans le discours du trône, la responsabilité de protéger la langue française au Québec, où le recul du français m'inquiète énormément, j'ai aussi la responsabilité de la protéger partout au pays. Oui. On est le seul pays en Amérique du Nord où on parle français, donc d'avancer avec une modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est ce qu'on va faire. Mais sur la loi 101, M. Trudeau... Je suis toujours là pour défendre la loi 101. C'est important que pour que le Canada soit un pays bilingue, que le francophone soit d'abord et avant... que le Québec soit d'abord et avant tout francophone. En tant que Québécois, en tant que Canadien, je vais toujours défendre la langue française et la loi 101 a eu une importance, une grande importance pour justement protéger le français au Québec et va continuer d'être important. Donc vous ne fermez pas la porte. C'est ce qu'on comprend. Monsieur Trudeau, il y a le Devoir qui nous apprend que les francophones sont quasiment absents de la diplomatie canadienne. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Il n'y a pas un ambassadeur francophone, à part Isabelle Hudon et Stéphane Dion, dans les pays du G20. Il y a un employé qui disait, c'est comme si on était dans les années 50, quoi. Les francophones travaillent sur le plancher, puis les patrons sont des anglophones. D'abord, je pense que notre ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, serait fortement en désaccord avec cela. Vous avez nommé deux de nos plus importants ambassadeurs, Stéphane Dion et Isabelle Hudon, mais on en a d'autres aussi. On va continuer de chercher et de trouver de bons francophones pour nous représenter à travers le pays, à travers le monde. Oui, j'ai été troublé par ce rapport et on est en train de travailler pour s'assurer qu'on réaligne un petit peu les chiffres. Un dernier dossier, M. Trudeau, c'est un dossier sur lequel vous avez été interpellé vous-même directement par le New York Times, et c'est celui du géant de la pornographie Pornhub, qui est situé à Montréal, qui héberge des vidéos d'agression, d'exploitation sexuelle de mineurs. Personnellement, vous, est-ce que vous êtes à l'aise qu'on abrite le plus gros joueur de la porno de la planète? Moi, ce qui me préoccupe énormément, c'est l'exploitation des enfants, la pornographie juvénile, la violence, l'harcèlement, l'intimidation, tous ces éléments-là. Et on a des lois très fermes contre ces actes irresponsables et illégaux. Oui, parce que la mairesse Plante de Montréal, la mairesse de Montréal dit qu'elle n'en veut pas, quoi, de ce genre de site qui présente des contenus dégradants, de la pédophilie, des viols, de la torture. Alors, on devrait pouvoir agir rapidement dans ce dossier-là, M. Trudeau. Effectivement, et on est en train justement d'établir une réglementation très forte là-dessus qui va sortir bientôt. Parce que finalement, elle s'achève cette année 2020. S'il y avait un mot pour la décrire pour vous, qu'est-ce que ce serait? Ça a été une année difficile, c'est certain. Mais en même temps, on a vu à quel point les Canadiens sont là les uns pour les autres. Ça a été une année de tragédie, de familles qui ont perdu des êtres chers, de difficultés économiques, financières et sanitaires. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert à quel point, en tant que communauté, en tant que voisins, en tant que Canadiens, on peut passer à travers des moments extrêmement difficiles. Et en 2021, des élections ce printemps, oui ou non? On verra bien. Notre priorité, c'est la pandémie, c'est les vaccins. Comme vous avez dit, c'est des très bonnes nouvelles qu'on a maintenant des vaccins. Mais la vaccination, ça va être la priorité pour les mois à venir. Et on espère pouvoir faire fonctionner le Parlement avec tous les différents partis. Et ça va se passer comment, Noël, chez vous? Parce que tous les Canadiens, la plupart en tout cas, vont être confinés. On va être confinés, ça va être la famille proche seulement, pas de cousins, des appels Zoom, c'est certain, mais pas d'amis, pas de cousins. On reste en petite bulle et on passe du temps avec les êtres les plus chers. Alors, on va vous souhaiter de joyeuses fêtes, M. Trudeau. Merci beaucoup pour cet entretien. Ça me fait toujours plaisir. Bonne soirée.